et vivent les conséquences d'une érosion continue de leur pouvoir d'achat, d'une flambée continue des prix des denrées des premières nécessités et du loyer, et vivent également dans un environnement où le taux de dépendance demeure très élevé. Quant aux entreprises, elles se chargent, font face à une pression fiscale asphyxiante et un endettement croissant et vivent de plein fouet les conséquences des difficultés des ménages et les crises multiformes au plan international. Les grèves et les dépôts de préavis de grève des syndicats, notés actuellement, en disent long. Les travailleurs font l'objet de licenciements souvent abusifs par milliers et les hommes d'affaires qui étaient censés trouver des moyens pour relancer l'économie et créer de la richesse se trouvent pour quelques-uns d'entre eux en prison ou fait des va-et-vient au niveau des tribunaux. Dans ce contexte difficile, il s'agit de réfléchir et de se pencher sur des solutions. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à trouver des solutions pour arriver à bout des problèmes et de maintenir la stabilité de notre pays. Les Sénégalais sont fatigués et ont besoin de sérénité, de paix et de stabilité pour mener à bien leurs activités. Mesdames, Messieurs, nous sommes allés aux élections législatives de 2024 sous la bannière de la coalition Sopi Sénégal, avec une ambition de faire de la 15e législature la meilleure de toute l'histoire parlementaire du Sénégal. Nous remercions les Sénégalais et les Sénégalaises qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous sur la base de notre programme. Nous avons bon espoir, en ce sens que les choses bougent dans le bon sens à l'Assemblée nationale, notamment sur le contrôle parlementaire et sur l'amélioration des conditions de travail des députés et de l'administration. Le passage du Premier ministre et son gouvernement, en application des dispositions de l'article 92 du règlement intérieur et par respect à un engagement pris sur la base de notre interpellation lors de la DPG, est l'expression la plus affirmée d'un changement qui s'opère à l'Assemblée nationale. Les commissions mises en place pour réformer le règlement intérieur, développer une méthodologie d'évaluation des politiques publiques et réformer le règlement administratif et financier sont l'expression d'une volonté partagée de faire évoluer l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Nous travaillons dans cette dynamique sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale avec qui nous avons eu des échanges féconds en notre qualité de députés et coordonnateurs des non-inscrits sur la question et conformément aux engagements que nous avons pris devant le peuple sénégalais. Nous osons espérer que ce travail entrepris connaîtra une issue qui aidera l'Assemblée nationale à se moderniser et à se hisser à la hauteur des attentes légitimes du peuple que nous représentons. Mesdames, Messieurs les journalistes, il y a quelques jours, la Cour des comptes a rendu public le rapport définitif de l'audit du rapport du gouvernement sur la situation des finances publiques du pays de 2019 à mars 2024. Ce rapport a suscité beaucoup de polémiques et a causé beaucoup de tort à notre pays, avec une dégradation de la qualité de sa signature, une dégradation de sa notation par Moody's et un discrédit aux yeux de l'opinion internationale. Ce rapport a consacré une remise en cause d'acquis importants, fruit d'un travail d'honnêtes Sénégalais, citoyens patriotes, au vrai sens du mot, qui avaient réussi, grâce à nos partenaires, à améliorer sensiblement notre système de gestion des finances publiques. Notre conviction est que cette situation pouvait être évitée, en ce sens que c'est un exercice normal voulu par le Code de transparence qui est une norme communautaire. Nous attendions mieux de la Cour des comptes et une autre posture du gouvernement. Le rapport, malgré son caractère incomplet, a démontré à la face du monde la dégradation de nos comptes publics, mais également la fragilité du système de gestion de nos finances publiques. Il a révélé la faiblesse et la fragilité des corps de contrôle du ministère des Finances, les faiblesses de notre système de gestion des finances publiques, le dérèglement de notre système bancaire et la faiblesse de la BCEAO et de son système de contrôle des établissements bancaires. C'est dramatique ce que nous avons vécu. Une équipe du ministère des Finances qui remet en cause la gestion du ministère des Finances et du Budget, La Cour des comptes qui remet en cause les capacités des techniciens du ministère, principalement de l'IGF, à mener un audit technique, mais qui remet en cause ses propres vérités et ses propres certitudes et qui peine à faire valider, à respecter et à appliquer ses recommandations.
la Cour des comptes qui publie un rapport avec des insuffisances notoires, ceux qui sont censés gérer nos finances publiques en tant que hauts fonctionnaires se retrouvent dans une situation où ceux qui étaient censés donner la bonne information se retrouvent à en demander. Les dysfonctionnements notés entre la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques et la direction de la dette publique et entre la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale du budget sur la dette et sur les opérations comptables et de trésorerie sont inadmissibles. Aujourd'hui, il urge de cerner les causes des problèmes et d'y trouver des solutions rapidement afin de mettre fin à ce spectacle qui n'honore pas notre pays. Dans ce sens, il urge de faire face à plusieurs sources de dysfonctionnement si on s'intéresse aux liens de causalité. 1. Les tensions de trésorerie et les alliés de paiement qui chamboulent la programmation budgétaire. La question des surfinancements et des rattachements de recettes qui dérèglent complètement la programmation aussi budgétaire. La question du déficit et du besoin de financement et le manque de sincérité budgétaire et de prévision économique. Les défaillances du système d'information au sein du ministère des Finances et la question d'un système intégré de gestion de la dette. Les faiblesses des organes d'audit et de contrôle interne de gestion d'inspection. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où il faudra tout changer, et principalement les documents déjà produits et les données qui y sont affichées. Le rapport pose problème, en ce sens que la période choisie met en évidence deux logiques de gestion, celle axée sur la logique de moyens et celle axée sur les résultats. Lorsqu'on voit dans le fond du rapport, on constate des bizarreries et on fait face à beaucoup d'interrogations. La Cour a parlé de la dette globale, principalement bancaire, mais n'a pas fait le cumul des avoirs du Sénégal en termes de reste à recouvrer, de dépôt à terme, de disponibilité, dans les comptes bancaires, de reliquats sur le surfinancement et des montants importants affectés à des structures de l'État comme Petrosen et qui pourraient avoisiner 1500 milliards. Si ce montant est défalqué de la dette, les choses pourraient être moins dramatiques que cela. La Cour a fait une situation de référence à géométrie variable. Tantôt le document de référence est la loi de règlement, tantôt c'est le tableau des opérations financières de l'État, le TOF. Tantôt il fait référence à la DDP, la direction de la dette publique, comme source d'information, tantôt c'est la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, DODP, ou les banques, tantôt où c'est le Trésor. Finalement, c'est selon le besoin et l'intérêt qui semblent s'y rattacher. La direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, dont les données étaient qualifiées de peu fiables, sont par extraordinaire une source d'information. En ce qui concerne les données chiffrées, la Cour nous a montré que nous n'avons pas la vraie situation de notre pays. Les données bancaires, les données sur la dette, les données bancaires et sur la dette et les tirages ne sont pas exhaustives. La dette bancaire et la dette rétrocédée, qui ne rentraient pas dans le périmètre de l'audit de la dette de l'administration centrale réalisé sur la gestion 2018, 2019 et 2020, sont devenus des éléments au cœur de la mission. Ceci a fini par remettre en cause des éléments du rapport du gouvernement. Concernant le déficit, son creusement est dû à la baisse des prévisions de croissance du PIB nominal et du rejet des rattachements de recettes. Des dépenses de trésorerie sont constitutives d'un creusement du déficit. En tout état de cause, le plus bizarre est le fait que le creusement du déficit n'a pas affecté le besoin de financement. Son financement semble ne pas avoir posé problème. Concernant le surfinancement, si on regarde bien son histoire, l'étape la plus marquante a été l'année 2018, durant laquelle le Sénégal s'était endetté à hauteur de plus de 1000 milliards d'un seul coup. Ceci avait outré le FMI qui avait demandé un report de ce surfinancement-là sur l'année 2019. On voit que 300 milliards défalqués de cet emprunt en euros et en dollars à des taux variables ont été intégrés dans le besoin de financement de 2019. Depuis lors, le surfinancement semble devenir une pratique qui aide le gouvernement à faire face à des besoins de financement et aux tensions de trésorerie. La Cour devrait également informer que le reliquat sur les surfinancements de 123 milliards n'est toujours pas intégré dans le budget. Personne aujourd'hui ne peut dire où se trouvent les 123 milliards.
à ce jour et vivent les conséquences d'une érosion continue de leur pouvoir d'achat, d'une flambée en continu des prix des denrées de première nécessité et du loyer, et vivent également dans un environnement où le taux de dépendance demeure très élevé. Quant aux entreprises, elles se chargent, font face à une pression fiscale asphyxiante et un endettement croissant et vivent de plein fouet les conséquences des difficultés des ménages et les crises multiformes au plan international. Les grèves et les dépôts de préavis de grève des syndicats, notés actuellement, en disent long. Les travailleurs font l'objet de licenciements souvent abusifs par milliers et les hommes d'affaires qui étaient censés trouver des moyens pour relancer l'économie et créer de la richesse se trouvent pour quelques-uns d'entre eux en prison ou fait des va-et-vient au niveau des tribunaux. Dans ce contexte difficile, il s'agit de réfléchir et de se pencher sur des solutions. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à trouver des solutions pour arriver à bout des problèmes et de maintenir la stabilité de notre pays. Les Sénégalais sont fatigués et ont besoin de sérénité, de paix et de stabilité pour mener à bien leurs activités. Mesdames, Messieurs, le ministère des Finances et les autorités peuvent le dire. Concernant la dette, elle demeure élevée et on avait attiré l'attention des Sénégalais depuis très longtemps et principalement en 2018. Le stock est important et les charges grèvent gravement les dépenses publiques sans effet multiplicateur réel. En définitive, ce que les Sénégalais doivent retenir de là est la manifestation de la justice divine. En effet, qui ne se rappelle pas les critiques assénées contre le président Wade et son régime au lendemain de la prise de pouvoir par Benno, notamment sur le déficit et la dette qui, jugée exorbitante à l'époque, ne dépassait pas pourtant 35% de notre PIB en 2011, avec seulement 2700 milliards en volume. Aujourd'hui, ceux qui étaient dans la critique facile et dans la diabolisation sont aujourd'hui sur le banc des accusés et de la pire des manières et sur les mêmes thématiques. L'histoire retiendra. Malgré les annonces et les discours, les mêmes pratiques semblent ne pas encore lâcher. Le nouveau régime, qui malgré les critiques à l'encontre du régime sortant et les grandes déclarations sur la transparence et la vérité, n'est pas pour autant exempt de reproches, notamment dans la gestion des finances publiques pour l'année 2024. Un déficit énorme, un endettement énorme et mal géré avec des conditions extrêmement difficiles qui pèsent sur les finances publiques, des charges de la dette qui avoisinent 1000 milliards, presque le double en une année, en comparaison avec les prévisions de la LFI de 2024. Une dégradation de la notation du Sénégal et un manque de transparence dans la gestion des décrets d'avance, les arriérés de paiement. Il est clair que si la Cour des comptes avait procédé au même exercice pour l'année 2024, plusieurs failles notées dans la période concernée par l'audit pourraient faire surface. Mesdames, Messieurs, le bilan des 10 mois du régime en place est loin d'être fameux et les perspectives ne sont pas encore rassurantes pour le reste de l'année et du mandat. Le taux de croissance en prévision optimiste sur la période 2024-2029 en moyenne ne dépasse pas 6,5%. L'encours de la dette avant la publication du rapport de la Cour des comptes est projeté à 76% de notre PIB pour 2029. La solution semble être renvoyée aux Sénégalais à qui on demande de faire des sacrifices. Les mesures annoncées en termes de suppression, de subventions, de rebasing, voire de baisse de salaire et d'élargissement de l'assiette fiscale qui viennent s'ajouter à l'érosion continue du pouvoir d'achat des populations, de hausse continue et vertigineuse des prix des denrées que le Premier ministre semble ignorer, de hausse du taux de chômage et de perte d'emploi, de sous-emploi et de précarité de l'emploi, risque d'aggraver la situation et de mettre les Sénégalais dans une situation extrêmement difficile. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'envisager d'autres solutions qui mettraient à l'abri les Sénégalais des contre-coups de la crise qui sévit actuellement dans notre pays. L'échec de la relance de l'économie par l'agriculture devrait pousser à envisager d'autres voies et moyens tout en maintenant le soutien pour le monde rural. Les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement risquent de faire plus mal et de plomber l'économie. Ici ajoute le fait que les gouvernements précédents ne doivent pas faire plus que le régime actuel en termes de soutien aux Sénégalais. Les difficultés sont faites pour être surmontées. Nous saluons l'idée déjà envisagée de mettre le secteur privé au cœur de l'action de production et de création de richesses et de promouvoir la liberté économique. La rationalisation de l'organisation de l'État ne doit pas se faire dans une optique budgétaire, mais dans une optique de recherche d'efficacité, d'efficience
de l'action publique dans un contexte de gestion axé sur les résultats. Les Sénégalais atteignent des solutions qui ne les éprouvent pas davantage. C'est en ce sens que le gouvernement devra améliorer sa communication. C'est pourquoi nous développons quelques pistes qui pourraient permettre de faire face à la situation. Concernant la dette, il faudra poursuivre ou reprendre l'audit afin de mieux cerner la dette bancaire et les tirages sur les ressources externes. Sur ce plan, le travail de la Cour devra être amélioré. Il faudra titriser l'essentiel de la dette bancaire et l'intégrer dans le stock de la dette à long terme, dans le cadre d'une négociation sous l'arbitrage de la BCEAO. Il faudra travailler à extirper l'État de la dette bancaire pour libérer l'espace au profit des entreprises qui souffrent d'une concurrence asphyxiante des États au niveau des banques et au niveau du marché financier régional. Concernant les arriérés de paiement, il faudra trouver un moyen de les apurer le plus rapidement possible pour permettre aux entreprises de souffler, de relancer leurs activités et de payer les dettes auprès des créanciers, que ce soit fournisseurs ou banques. Ceci aura un effet réel, positif réel sur l'économie. Concernant la relance de l'économie, il faudra faire confiance au secteur privé et l'accompagner activement. Il faudra soutenir les ménages afin de promouvoir un équilibre entre l'offre et la demande bénéfique à tous les agents économiques. Il faudra renforcer la commande publique dans une optique de faire jouer les effets multiplicateurs de la dépense publique. Il faudra également renforcer le FONGIP et le restructurer pour le destiner essentiellement à garantir les prêts des PME et PMI auprès des banques et institutions financières de crédit pour faciliter leur accès au financement et en volume et à des taux moins élevés. Il faudra également mettre en place un fonds de bonification auprès des institutions de microfinance et le doter de moyens conséquents pour augmenter le volume de financement et faire baisser les taux d'intérêt qui sont très élevés. Concernant la gestion de la trésorerie de l'État et du besoin de financement, il faudra engager tout de suite des réformes qui permettront une meilleure gestion des tensions de trésorerie, de la dette, des surfinancements, des rattachements de crédit et des mécanismes de contrôle de l'audit interne. Tout ce travail ne pourrait se faire dans un climat de tension. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement à plus de sérénité, à plus de lucidité, à plus d'humilité, à plus de respect des droits des Sénégalais, à plus d'ingéniosité pour arriver à bout des problèmes. Les problèmes sont nombreux, mais les solutions existent et il faut savoir les trouver ou les inventer. Pour ce qui nous concerne, nous optons pour une approche solution. Nous n'entendons pas nous positionner en guetteur de faux pas de nos adversaires ou de nos concurrents. Nous n'entendons pas travailler en permanence sur leurs faiblesses, en ce sens que cela n'apporte pas de la valeur ajoutée pour les populations. Nous allons travailler sur les problèmes des Sénégalais et leurs causes et y apporter des solutions, des propositions de solutions. Il est clair que nous serons très vigilants. Inch'Allah. Nous entendons être la voix des sans-voix et renforcer notre présence aux côtés des populations pour contrôler le gouvernement et propager la bonne information. Nous entendons être une force de proposition et constituer une alternative crédible à travers SOPI Sénégal. Ce que nous attendons du régime, c'est la préservation des acquis démocratiques et le respect des droits des Sénégalais. Une ouverture et un apaisement du jeu démocratique. Une protection de l'état de droit et une indépendance réelle de la justice. Mais également un respect du droit à l'information plurielle qui est garanti par la Constitution. Je vous remercie de votre aimable attention.